L'affaire a fait réagir partout en Côte d'Ivoire. C'était un mardi soir. Cela aurait dû être une grande fête, mais finalement, la pluie est arrivée et puis il y a eu cette affaire de pelouse. Vous l'avez compris, c'est bien sûr l'inondation qui a eu lieu lors de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Mali du côté des BIMP. On en parlera ce soir. Mesdames, Messieurs, vous le savez, dans le Grand Talk, on parle de tout, les sujets notamment qui vous intéressent à un plus haut point. Eh bien, évidemment, je ne le fais pas seul. Je suis en compagnie de Christelle. Bonsoir André. Bonsoir Christelle. La santé? Oui, ça va, on essaie de tenir. C'est vrai qu'on va à un rythme assez effréné, mais on tient bien. Et bien habillé ce soir avec la cravate, merci, le merci. rouge qui est une de mes couleurs. Bonsoir. Je reste du côté d'André. Bonsoir Daouda. Bonsoir Christelle. La pêche ce soir. Toujours la pêche, comme je le dis toujours. Je suis toujours là et bonsoir chez vous. Je me retourne vers mon côté droit. Herman, bonsoir. Bonsoir chez vous, chers amis. André, bonsoir. Bonsoir. D'attaque ce soir. On est toujours là. Élisée. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à tout le monde, bonsoir chez vous. Évidemment, il a dit bonsoir chez vous, bienvenue, c'est le Grand Talk. Affaire inondation du stade des BIMP. La négligence des autorités sportives est-elle indexée? En Côte d'Ivoire, juste un petit rappel, c'était donc ce 12 septembre, match Côte d'Ivoire-Mali. La pelouse du stade dit non, le match doit s'arrêter. Juste après, le lendemain, le chef de l'État convoque une réunion d'urgence, tout comme le Premier ministre Patrick Hachi. La CAF exige également plus de respect dans les contrats qui lient les entreprises des stades à l'État ivoirien. Chers tous, Daouda, je commencerai par vous. Alors, dans cette correspondance de la CAF, on voit bien que des courriers avaient été emmenés insistant sur l'entretien de la pelouse. Bon, effectivement, je pense que tous les Ivoiriens ont tous lu le communiqué de la CAF, la Confédération africaine de football. Moi, d'un point de vue, quand j'interprète le communiqué nous rassure que la CAN va effectivement bel et bien se tenir en Côte d'Ivoire. C'est déjà ça de gagner. Ça, c'est déjà ça de gagner. Et dans l'ensemble, en fait, le communiqué rassure que la Côte d'Ivoire est véritablement prête pour abriter cette CAN, comme le disent les autorités ivoiriennes. Troisième point, c'est que dans leur communiqué, ce que je vois, c'est que ce sont les dernières retouches qui sont en ligne de compte, qui sont en train d'être faits, ça et là, les problèmes d'électricité au stade de Boaké, au stade de San Pedro, au stade de... Donc, c'est des petites retouches. D'ici là, les choses vont se mettre en place. Et pour ce qui est des BIMP, c'est de ça qu'il s'agit. Le mal a été clairement identifié. Je pense que c'est des problèmes d'algues, des problèmes d'entretien, des problèmes de râteaux, qui, je pense qu'il y a quelques semaines, le ministre Daon Pollet était déjà sur les stades, et ça a été véritablement trouvé. Ça va se régler. Il a dit, dans 5 semaines, les problèmes seront réglés. Donc, je pense qu'on est tous rassurés. Les choses vont aller bon train. Herman, êtes-vous rassuré par rapport à l'intervention de Daouda quand on rappelle que la CAF dit qu'elle avait déjà précisé qu'il y aurait difficulté s'il n'y a pas d'entretien? Moi, ce n'est pas à moi d'être rassuré. Je veux bien que même ceux qui sont à charge de l'organisation soient rassurés eux-mêmes. L'affaire du scandale des BIMP, ce que j'appelle les BIMP Gate, ça nous révèle 2 ou 3 petites choses. La première, il ne faut pas minimiser ces genres de situations. On voit bien qu'avec le communiqué de la CAF, ce n'est pas forcément uniquement la question de pluie. Du niveau de la pluie. Du niveau de la pluie qui est un événement naturel. Et qu'est-ce que cela révèle d'autre? Ça révèle aussi qu'il y a de graves manquements a posteriori. Quand on constate que ce n'était pas uniquement, on constate qu'il y a comme un déficit de coopération entre les acteurs, notamment le COCAN et puis la CAF, et puis la FIF. La FIF ou le ministère? Le ministère, je voudrais dire, et donc avec l'ONS, tout cela, il y a une certaine... Je ne sais pas si les petites palabres qu'on a vues en fait entre Amichia, qui est le président de COCAN, et le ministre Daon Pollet, en son temps, on avait dit que c'était réglé. On ne sait pas si c'est définitivement réglé, mais il faudrait bien qu'il nous rassure que Vous pensez que les faits antérieurs, les petits bisbilles qu'il y avait donc entre les parties, sont toujours d'actualité, la preuve? Mais c'est pas moi qui le dis. Vous voyez que le communiqué de la CAF
indique clairement qu'elle a envoyé des correspondances au COCAN. Or, nous tous on sait, concernant les infrastructures, ce n'est pas le COCAN qui gère les infrastructures. Certainement que le COCAN a dû transférer ces correspondances-là à qui de droit et malgré cela, on a eu quand même ce problème. Élysée, mais surtout, Élysée parle de Herman parle de correspondance. Est-ce que c'est un pavé dans la mare de la Côte d'Ivoire et de son organisation de cette CAN-là? Est-ce que c'est un pavé dans cette mare que vient de jeter la CAF? Oui, je pense que c'est... On pourrait peut-être le qualifier comme ça, comme un pavé jeté dans la mare, comme vous le dites si bien. Parce que bon, c'est vrai qu'on avait entendu ça et là, quelques craintes, des accusations par-ci, par-là, sur le fait que les uns et les autres ne faisaient pas forcément ce qui était dans leur cahier des charges. Mais avec ce communiqué de la CAF, on se rend compte qu'il y a du travail à faire. Premièrement, comme Herman le disait, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Moi, j'étais intrigué par ce communiqué, surtout le point I du point B, le petit I du point B. Ils disent, par exemple, nous souhaitons vous rappeler que la CAF a saisi le COCAN à plusieurs reprises sur l'urgence de signer les contrats d'entretien avec les différents contracteurs spécialisés afin de s'assurer que l'entretien est fait suite aux recommandations des experts de la CAF. Il parle du EBP. Je vous arrête là, juste, ça me permet justement d'enrichir votre discours. C'est ça. Est-ce que justement la CAF est en train de nous dire, à 4 jours de cette rencontre, parce que là on est le 8, jusqu'au 8, il n'y avait pas encore de contrat d'entretien et donc pas d'entretien? Non, ils disent que le contrat a été signé en fait le 8. L'information qu'ils disent, donc c'est plutôt... 4 jours avant. Ouais. Justement, jusque-là, il n'y avait pas encore je vais lire la partie. Ils disent qu'il a été signalé que le contrat pour l'entretien continu du terrain n'a été reçu par l'entrepreneur que le 8, 9e mois de 2023. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Donc 4 jours avant même le MAD. Donc ça dit déjà que... Et ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça révèle un dysfonctionnement réel. Bon, quand la CAF dit que les courriers qu'elle adresse, elle les adresse au COCAN, alors que comme Herman le disait, les infrastructures sportives, elles sont gérées par le ministère, donc par l'ONS, donc sous tutelle du ministère des Sports. Et ça dit qu'au niveau du COCAN et du ministère, il y a une rupture de communication, de sorte que des courriers qui ont été envoyés au COCAN, et on se rend compte des semaines plus tard, voire des mois plus tard, que ce qui a été reconnu de ces courriers n'a pas été pris en compte. Il y a un problème qui est révélé ici. Est-ce que vous pensez que ce problème-là pourrait nous dire, attention, on part à une CAN en janvier, on n'est pas serein? Bon, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'est pas serein. Mais je pense qu'au travers du courrier de la CAF, les uns et les autres sont interpellés. Moi, c'est comme ça que c'est ma lecture que je fais. Quand je parle de la sérénité, je parle des Ivoiriens. Est-ce qu'ils seraient donc sereins à accueillir leurs visiteurs quand on a déjà ces dysfonctionnements? Parce que quand on lit le communiqué, même, c'est vrai que malgré les inquiétudes des uns et des autres sur la question, on peut peut-être, il y a peut-être des questions de négligence puisqu'on parle de date, mais il faut être clair. Si le communiqué nous rassure qu'on va avoir cette canne-là en janvier, ça veut dire que la CAF et les autorités se sont entendues, ça va se tenir et ils sont prêts. Que le stade est fait. Concernant le calendrier, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Ouais, le calendrier va être tenu. Maintenant, c'est dans quelles conditions allons-nous disposer de ces infrastructures? Du coup, Herman, la question qu'on pose, le COCAN, c'est un comité d'organisation, et là, il faut que nous nous éclairer là-dessus, dans lequel il y a pratiquement toutes les entités, y compris la directrice de l'ONS. Alors, d'où peut venir un problème, sachant que la responsable des stades fait partie du COCAN? Oui, mais la liste des membres du COCAN, la liste officielle, on la connaît. Il y a effectivement le président qui est Abbé Amichia, président élu de la FIF, son représentant. Il y a aussi Ahmed Sissé, qui est le vice-président, général Youssou Kouyaté, qui est membre de la police. Ouais. Eux tous sont dedans. Je veux dire que c'est... Mais l'organe exécutif, il y a quand même un secrétaire exécutif qui gère enfin, les opérations. Mais certainement qu'il y a un problème entre cet organe exécutif avec le ministère. Mais moi, je pense que le véritable problème, c'est quoi? J'ai appelé quand même quelques contacts au niveau du COCAN qui disent clairement qu'ils ne veulent pas situer pourquoi est-ce que c'est à eux que la CAF a écrit, mais eux, eux, ils sont chargés du suivi de la conformité des infrastructures selon les exigences de la CAF. Donc, lorsqu'ils ont des changements de correspondance, ils font en sorte de pouvoir vérifier si c'est possible. Mais il y a eu, que nous, on a pu l'observer,
que par moment, lorsque les émissaires de coca vont voir certaines infrastructures, l'accès ne leur est pas autorisé. Donc ça, on a vu ça ici. Herman, Mais je vois pas que le problème a été réglé avec le temps. Au-delà du problème, je m'envoie, désolé, parce que c'est pour ça que je vous posais cette question. Comment se fait-il que le COCAN, dans lequel il y a la propriétaire des stades, disons-le comme ça, elle s'appelle Mme Yoda Kone Mariam, elle fait partie du COCAN. Comment est-il possible, vous allez me répondre, que le COCAN, qui a en son sein la propriétaire des stades, puisse ne pas être informé justement de la disponibilité des stades en cas de visite, etc. Mais moi, je ne fais que relater ce qu'on a pu observer, on a pu entendre, comme quoi des émissaires du COCAN, par moment, ont été refoulés lorsqu'ils cherchaient à accéder au stade. Non. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans je ne sais pas quoi. Mais ce qui est sûr, c'est pourquoi je disais qu'il y a certainement une question de coordination, de coopération entre les différents acteurs. Et comment justement arriver à régler, les Ivoiriens, arriver à régler ce problème de coordination? Bon, je ne sais pas, vous parlez de problèmes de coordination. Moi, je ne parlerai pas forcément des problèmes de coordination, dans la mesure où c'est des questions de courrier, de correspondance. Ça peut... On côtoie tous l'administration. Donc, techniquement, quand le problème a eu lieu il y a quelques mois, sûrement, aujourd'hui, c'est réglé. Et je pense que la question de André vient à point nommé parce que, techniquement, tu le disais, ils sont tous dans ce comité exécutif. Donc, quand on me dit aujourd'hui que quelqu'un n'est pas informé de la situation, il y a problème. Je veux dire, aujourd'hui, véritablement, peut-être qu'il y a eu des défaillances. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a eu des défaillances, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils sont en train de régler le problème. Dans 5 semaines, le problème va se régler. On espère bien. Non, c'est pas. Moi, j'espère pas, je suis sûr que ça va avoir lieu. Non, moi, je crois qu'il ne faut pas aussi voir les choses aussi facilement comme ça, parce que une chose est claire, quand on lit le communiqué et quand on voit les résultats de l'entretien de la gestion de l'infrastructure, il y a véritablement un dysfonctionnement. Ça, c'est une réalité. Personne ne peut dire ici que tout se passe comme sur des roulettes. Il y a vraiment un dysfonctionnement. Et ça, c'est interpellant. Mais en plus, je vois dans le courrier de la CAF qu'ils évoquent ou bien ils attirent l'attention sur l'entièreté des infrastructures mises en œuvre pour la CAN, notamment tous les stades. Ils reviennent sur tous les stades et à chaque fois ils disent pour tel stade, voilà ce qui a été reproché, ce qui a été constaté et qu'il faut corriger. Je crois que ça doit servir de feuille de route, aussi bien pour le COCAN, pour le ministère des Sports, que même pour les Ivoiriens que nous sommes. Parce qu'en tant que citoyen lambda, c'est aussi notre droit de demander des comptes à ceux-là qui ont la responsabilité de pouvoir faire en sorte que la réputation ou l'honneur des citoyens ivoiriens soit respecté. Donc, je crois que ça, nous tous, on va se saisir de ce document et on va suivre l'évolution. On va même, si nécessaire, poser des questions, demander qu'on nous rende compte de l'évolution de la situation. Ça, c'est notre droit aussi. Je pense que, Élisée, il serait important aussi que ce communiqué-là, parce que je pense que tu l'as lu de façon parcellaire dans la mesure où eux-mêmes, comme tu aimes si bien dit le communiqué, je vais essayer de faire comme toi, ils disent tous les terrains ont Boaké, tous les terrains ont montré des progrès extrêmement bons d'avril à juin. San Pedro. À juillet. San Pedro, les stades et les terrains d'entraînement sont tous construits selon les mêmes spécifications et gérés par les mêmes entrepreneurs de maintenance. Korogo. En gros, en réalité... Non, lis Korogo. Korogo. C'est juste ça que tu lis tout. Justement, Korogo, l'alimentation posait un problème sur tous les emplacements de ce site. Des progrès significatifs ont été constatés entre les inspections d'avril à juillet. C'est pour dire que... Et on sait, l'alimentation électrique ne serait pas un problème et les terrains continuent de bien progresser. Donc, s'il te plaît, en gros, le tableau que tu es en train de peindre, franchement, j'estime que, à part, effectivement, Korogo, où qui n'est pas véritablement bien homologué, je pense que pour la plupart des stades, c'est bon. Très bien. Personne n'a peint un tableau noir. Non, si tu peins un tableau très noir, c'est qu'il n'est pas bon. C'est une bonne conclusion. C'est une bonne conclusion. On les pointe. De toute façon, vous savez que d'ici la CAN, c'est des sujets sur lesquels on reviendra. On retient quand même que des mesures ont été prises et des mesures sont prises pour que justement la CAN se passe dans toute la bonne sérénité que recherchent les Ivoiriens, en plus de la 5G. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet de la CAN, vu que, évidemment, les Ivoiriens sont très passionnés de foot, très passionnés aussi de ce qui tient à l'honneur de leur pays, on l'a bien compris. La grande actu, c'est un sujet aussi de vie chère et de situation sociale et économique. On en parle avec vous, puisque là, il s'agit du vase communicant entre ce qui se passe à l'international et ce que nous pourrons donc ressentir ici même en Côte d'Ivoire. Alors, devrait-on s'attendre à une augmentation du prix du carburant
en Côte d'Ivoire. Dans les jours ou semaines qui arrivent, le prix du carburant, je dis bien pourrait connaître une augmentation. Depuis quelques mois, les cours mondiaux du pétrole sont quelque peu frileux. Ils ont atteint des niveaux records et ont contraint de nombreux pays à répercuter directement ces augmentations au prix d'achat à la pompe. La Côte d'Ivoire pourra-t-elle être à l'abri de cette flambée mondiale ou va-t-elle subventionner, messieurs? Bon, je pense que, Christelle, il faut être clair en matière. L'information, il faut le souligner, vient du journal L'Avenir, de nos confrères de L'Avenir, qui est un journal proche du parti au pouvoir. Ça, c'est déjà un fait. Non, mais ça change quoi? C'est quoi? Oui, mais il est important pour moi. Si, mais il est important pour moi de le signifier. Selon le quotidien, en fait, le prix du baril, comme je disais, a atteint son seuil record. Mais c'est en fonction de ce à l'international. Voilà, de 100 $. Et cette flambée des prix-là a plusieurs facteurs. Selon eux, c'est à cause de la fameuse crise russo-ukrainienne, ça c'est un fait. Et puis, il y a la reprise des activités dans le monde entier qui fait que la demande est très forte. Mais il est important de signaler aussi que ce débat sur, qu'on appelle ça, la flambée du coût du pétrole, ça a eu lieu récemment en France, dernièrement, où aujourd'hui, le prix à la pompe a dépassé la barre des 2 €. Donc finalement, le gouvernement a décidé de dire, bon, que les distributeurs allaient supporter ce prix-là. Mais moi, je pourrais venir en fait... Il faut expliquer, en parenthèse, quand on dit que les distributeurs vont supporter, il faut simplement dire qu'à partir de décembre, en France, le gouvernement a décidé que les populations ne paieraient pas cher, l'État ne subventionnerait pas, mais plutôt que les distributeurs allaient vendre à perte. C'est ce que, en fait, c'est là où j'allais en venir dans mon analyse pour dire qu'aujourd'hui, si je reviens sur l'article qu'on appelle ça du confrère, en fait, le Nigeria, qui est le plus grand producteur africain de pétrole aujourd'hui, dit, lui, ne subventionne plus. Ça, depuis le 29 mai, le président Tinubu l'a annoncé. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, techniquement, quand tu mènes une analyse claire de la chose, il ne sert à rien. On n'a pas besoin de regarder une boule de cristal pour se rendre compte que, clairement, le prix du pétrole va augmenter aussi en Côte d'Ivoire. Ça, pour vous, clairement, le prix va augmenter. Oui. Herman Aboua? Moi, ce que je dis, c'est vrai qu'il s'appuie sur un confrère, mais généralement, lorsque le prix du pétrole, en fonction des fluctuations du prix du pétrole sur le marché, on peut faire ces analyses-là. Soit, comme il a dit, soit la demande est forte, ou bien il y a certainement un événement comme la crise russo-ukrainienne qui favorise cela. Donc, il ne s'agit pas de... C'est des analyses maintenant qu'on porte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas lieu de subventionner les distributeurs concernant le prix du pétrole. Il faudrait qu'ils réussissent. Ils gagnent quand même beaucoup d'argent avec le pétrole enfin, sur leur activité. Ils peuvent faire les efforts pour faire aussi pour une fois à perte et ne pas laisser à chaque fois le gouvernement supporter. Puisqu'il y a plein d'autres secteurs où on a besoin d'injecter de l'argent et que lorsqu'on subventionne, parce que je sais que cette année, par exemple, de janvier à maintenant, on était à 700 milliards de francs CFA de subventions. C'est un manque à gagner. Pendant qu'il y a des hôpitaux, il y a plein de choses à faire. Il ne faudrait pas que, pour une fois, ils n'ont qu'à eux-mêmes supporter les pertes. Il ne s'agit pas de spéculer à faire augmenter le prix du pétrole. Attends, c'est un manque à gagner pour qui? Pour l'État? Parce que n'oubliez pas que les ménages, on va dire, le transport constitue l'un des points vraiment de dépenses importants du foyer. Donc subventionner pour que les prix n'augmentent pas, c'est aussi une façon d'aider les ménages. Non, ce qu'on dit, c'est que pour une fois, les distributeurs n'ont qu'à les supporter eux-mêmes. Parce que lorsqu'ils ne supportent pas et qu'ils doivent augmenter, l'État est obligé d'injecter de l'argent. Quand on dit supporter, c'est vendre à perte comme un peu en France. Ils n'ont qu'à le faire. Ce n'est pas vendre à perte. Ils savent. En France, même quand on dit qu'un vendeur, un commerçant, il vend à perte, il fait son bénéfice, à partir de décembre, mais seulement que son bénéfice qu'il escompte, il ne l'atteint pas. Pour une fois, les distributeurs n'ont qu'à faire l'effort de prendre un petit bénéfice. Élisée. OK. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir sur tout ce que les prédictions ont dit concernant, je dirais, le caractère inexorable de la flambée des prix sur le marché international du pétrole, qui certainement va se ressentir dans nos ménages. Moi, je crois que c'est inévitable qu'on arrive à une situation de hausse. Mais là où je dis qu'il y a des efforts à faire, et moi je pense au-delà de faire des subventions, ce serait de veiller à ce que cette hausse-là n'impacte pas de façon, je dirais, drastique le pouvoir d'achat des citoyens. Et ça passe véritablement, je pense que c'est de la responsabilité pour moi de l'État, de veiller à ce que les éventuelles imputations
de hausses qui peuvent advenir ne soient pas de nature à impacter de façon négative. Est-ce que l'État doit le subventionner portefeuille. encore? Non, pas forcément subventionner, mais par exemple, quand l'État décide de plafonner des prix ou quand l'État décide de donner des marges de progression sur des produits, il faut qu'on se donne les moyens de vérifier que cela est effectif. Parce que généralement, le prétexte que les uns et les autres prennent, dès que on sent qu'à la pompe, il y a une hausse, tout le monde augmente. Et ça ne tient même pas compte des proportions. Oui, ils peuvent aller du simple au double, voire au triple même pratiquement. D'où la nécessité de la question, et même au-delà même de la question, c'est de revenir à une forme d'opposition entre vous et Herman sur la question du rôle de l'État. Est-ce que l'État doit prendre sur lui ou bien on doit laisser les professionnels eux-mêmes supporter justement cette hausse? Non, moi je pense que l'expérience nous a montré au bout, je dirais, de presque une année de subvention qu'on ne peut pas poursuivre cette voie-là dans le long terme. Ce n'est pas possible. 700 milliards en 9 ou 10 mois, imaginez si on doit le faire sur tout le temps. En termes d'investissement, mais déjà, c'est un coût qu'on prend. Ce n'est pas possible. Il faut rappeler qu'au Nigeria, par exemple, pour étayer votre propos, c'est 300 milliards par mois. Oui. Mais de Naira. Pardon. Voilà. Le président Tinubu, à sa prise de fonction le 29 mai, a dit automatiquement qu'il ne pouvait pas continuer la subvention. Et en même temps, ça créait un peu des remous au niveau du Labour Party, qui est le parti syndical. Alors, est-ce que vous pensez qu'ici, en Côte d'Ivoire, il faudrait plutôt aller sur des solutions plus intéressantes que de dire aux populations aller directement payer le plus cher à la pompe? Moi, en fait, la question qui me taraude, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur quel produit que l'augmentation va se faire? Notamment, si c'est le super ou c'est le gasoil. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis le début de l'année, c'est le super qui supporte chaque augmentation. Parce qu'en réalité, le gasoil, lui, depuis le début d'année, depuis la crise de l'inflation, le gasoil n'a jamais augmenté. Pas parce que l'État subventionne. Non, mais il subventionne même les deux. Mais à un moment donné, le consommateur qui utilise le super paye une contrepartie. Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. Daouda, ça se voit que toi, tu as un véhicule. En réalité, lorsqu'il y a le prix du super augmente et que le prix du diesel, c'est ça, n'augmente pas, les transports communs appelés communément Gbelegbaka, eux, ils spéculent généralement sur les prix. Or, ils utilisent essentiellement le diesel. Donc, lorsque tu dois quitter Djamé à Bobo, par exemple. Moi, je prends Béjaville, c'est mon trajet. Tu dois payer peut-être 500 francs. Ils te font faire des trajets à escalier jusqu'à arriver, peut-être tu finis par payer 1000 francs. Donc, le petit Ivoirien lambda, il supporte cela. Et c'est pourquoi, lorsque Élysée dit qu'il faut faire en sorte de respecter les prix plafonnés, il faut que les gens... Parce que la subvention que l'État même accorde dans le secteur... Est-ce que ça va continuer? Souvent, l'Ivoirien lambda ne ressent pas cela. Du moment où il continue de payer le prix cher pendant que... Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que dans la chaîne des valeurs, en fait, les commerçants en fait, spéculent un peu trop. Donc, finalement, le petit Ivoirien, modeste Ivoirien, supporte ça. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais après ça n'a rien à voir avec voilà, mais ce que moi je dis, c'est ton point qui n'est pas mal, dans la mesure où aujourd'hui, on peut faire comme en France. Il n'y a rien de mal à copier ce qui est bon ailleurs, puisque l'État dit aux distributeurs supporter, parce que depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui... Mais attention, comparaison n'est pas raison. Non, comparaison n'est pas raison, mais André, tu conviendrais avec moi que depuis le début de l'année, c'est les ménages ivoiriens qui supportent le coût du carburant. Même si tu dis que j'ai une voiture, oui, effectivement, j'ai une voiture, je supporte ça et ça se répercute dans mon portefeuille. Aujourd'hui, il faut que les distributeurs aussi puissent supporter ce coût-là. Qui t'a dit que les distributeurs ne supportaient pas? Qui te dit que les distributeurs... D'où tu ton information que les distributeurs ne supportent pas? Mais dès l'instant que l'État subventionne, est-ce qu'il supporte autant que le consommateur lambda? Ce n'est pas autant, la question c'est est-ce qu'il supporte? Non. Aujourd'hui, qui supporte réellement en Côte d'Ivoire? Oui, mais c'est la question que vous avez posée. tout le monde. Non, c'est tout le monde, mais qui supporte? Mais ça, doucement, ce n'est pas une discussion de chiffonnier. Non, la question est simple. Non, mais ce n'est pas aussi... Non, mais... Doucement, allons-y doucement. OK. La question est simple. Le support par l'État, ça concerne l'ensemble des Ivoiriens. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est le budget de l'État. Oui. Très bien. Et justement, sur cette part de budget, il se trouve que les autres, que sont les distributeurs, qui, eux, les professionnels qui investissent au quotidien, ont besoin à un certain moment de vendre leurs produits à un prix qui leur permet de maintenir leur activité. Donc tout ça, en gros, ça impacte l'activité économique ivoirienne. Donc c'est tout le monde, en fait. Donc ne faites pas une spécification. Non, ce n'est pas une spécification dans la mesure où ces distributeurs font de gros chiffres, de gros bénéfices. Tu le disais tantôt. C'est pour ça, Élysée, vous vous appuyez sur quoi pour dire ça? Mais André, excuse-moi, aujourd'hui, depuis le début de l'année, les Ivoiriens supportent l'inflation.
Ils ont été résilients jusqu'à aujourd'hui. Mais ça coûte quoi aujourd'hui que les distributeurs supportent ce prix-là? Mais c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir quelles sont tes données dont tu disposes pour dire que les distributeurs ne supportent pas. Non, à ce niveau, je ne vais pas dire que j'ai des données, mais clairement, aujourd'hui, quand au final, le consommateur final va payer à la pompe, ça se ressent et finalement, ça crée des remous. Ce n'est pas intéressant. On termine là-dessus avec Herman. Il faut revenir à ce que Élisée a dit. Il faut faire que l'État, c'est vrai, dans cette perspective de menace de la flambée du prix du pétrole, certainement, qu'on va avoir le prix de l'essence et autres, des carburants, il faut que l'État arrive à pouvoir faire en sorte que l'Ivoirien lambda puisse supporter et que ça ne soit pas trop pesant pour cet Ivoirien lambda. Voilà, et je pense que l'État saura comment discuter avec les différents distributeurs et autres pour trouver le juste milieu pour que tout le monde supporte. Je tiens justement à rappeler, les amis, que la Côte d'Ivoire a choisi un mécanisme de fixation des prix automatique. Donc tout cela sera donc connu le 1er octobre. On saura exactement dans à peu près une dizaine de jours ce qu'aura décidé l'État. Est-ce que c'est de faire jouer le mécanisme correctement ou c'est de décider de bloquer tout ça pour que les usagers... Et André, avant d'aller plus loin, il y a eu donc aujourd'hui, ce jeudi matin, un incendie déclaré à la Cire. Ah oui, puisqu'on parle d'hydrocarbures, donc ça a pu intéresser beaucoup parmi nous. C'était de savoir si notre société de raffinage avait les capacités de faire face à un déclenchement d'incendie, d'accident. Eh bien, il semble que l'expertise de la CIR soit encore confirmée. Et ça, vous les uns et les autres, ça vous rassure, Daouda? Oui, moi je suis très rassuré parce qu'en 30 minutes, ils ont pu circonscrire les dégâts. Il n'y a pas eu de victimes. On dit Dieu merci. Voilà. Mais moi, ça ne m'étonne pas parce que la CIR, généralement, a fait souvent des simulations de façon très périodique. Donc, elle est aujourd'hui outillée à répéter cela. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'incendie sur leurs installations. Je pense bien qu'il n'y a pas eu de victimes, de pertes en vie humaine. Bon, les dégâts sont peut-être économiques, mais ils sont circonscrits, donc c'est bon. Élisée, sur ça, sur la capacité de la CIR. Oui, je pense que c'est rassurant de savoir qu'on a cette capacité-là de réagir. Je sais qu'il y a des années en arrière, pour ceux qui étaient peut-être un peu jeunes comme nous, voilà, on a vu que la CIR avait subi un incendie, on avait eu même recours à une aide de la France ou des pompiers de la France pour pouvoir circonscrire. Si aujourd'hui il y a de tels incendies qui peuvent être circonscrits à notre niveau, c'est déjà satisfaisant. Maintenant, c'est de prendre des mesures pour qu'on ne se retrouve pas très souvent dans ce genre de situation. C'est clair. Alors après la CIR, on part encore à un événement pas très heureux, on en parlait hier. On se demandait si notre pays avait les capacités d'aller à la riposte lorsqu'il y a donc des tensions, on va dire, bactériennes dans certaines régions. Eh bien oui, le ministère hier a fait une conférence de presse et ils nous ont dit, par la voix du docteur Aka, donc directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, voilà, qu'il s'agissait donc d'intoxication. On a des situations, on a un point bien précis sur la question toxi-infection alimentaire suite à une consommation de bouillie contaminée par des herbicides. Alors, hier, il y avait quelques discussions assez enflammées. Le ministère nous dit qu'il n'en demeure pas moins que très rapidement, on arrive à détecter ce qui s'est passé. Et là, quand on dit ça, vous vous dites que le ministère a bien fait de monter tout de suite au créneau pour éclairer l'opinion publique. Mais bien sûr, parce que ce n'est pas la première fois qu'il... Quand il y a eu le cas de Bocancro, ça a été la même chose automatiquement. Ils ne sont pas allés à la spéculation, ils sont allés, ils ont fait des tests. C'est qu'on appelle ça à l'Institut d'hygiène, rapidement. Ils nous ont dit de quoi souffraient les gens, donc ils ont pu circonscrire le mal. Hier encore, on le disait sur le plateau, même si c'était une suspicion, mais c'était la farine qui a été utilisée pour faire la bouillie a été contaminée par des herbicides. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, au-delà de la riposte même du ministère de la Santé, il faut aussi sensibiliser nos populations qui sont dans le monde rural à mieux utiliser les herbicides, ce qu'ils font réellement. Parce que souvent, les gens, quand nous sommes au village, on arrive au village, quelqu'un prend les herbicides, il va les pomper. Souvent, est-ce qu'il se lave bien la main? Est-ce qu'après... C'est ça, il faut sensibiliser la vraie les gens. situation, c'est que l'inspection de la chambre où a été stocké le maïs qui a servi à la préparation de la bouillie a permis de découvrir 3 bidons d'herbicides et de la farine maïs étalé juste pour le séchage. Donc vous voyez comment, aujourd'hui, combien de fois il faut sensibiliser les populations là pour dire que ces produits-là sont toxiques et dangereux pour tout le monde. Ben, Daouda insiste vraiment sur la question de sensibiliser les populations, mais il faut qu'on revienne au rôle de l'État. C'est-à-dire,
est-ce que là, parce qu'on parle des populations, mais est-ce que là, l'État, ce n'est pas son rôle de vérifier dans quelles conditions on fait un certain nombre de préparations alimentaires sur nos routes, etc. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une question qu'on devrait se poser avant tout? Surtout que le foyer qui a produit la bouillie a perdu 4 enfants. Oui, bon, dans ce cas-là, quand même, c'est vrai que très souvent, on ramène tout à l'État, mais sur cet aspect, de façon spécifique, je pense qu'on est plus dans une question de responsabilité personnelle. Moi, je tiens personnellement à ça, franchement, il faut le dire, parce que parfois ici, on a été un peu dur quand on sentait qu'on n'était pas content, mais quand aussi des actions sont bien, il faut le souligner. Moi, je tiens franchement à saluer le ministre Pierre Demba et toute son équipe. Hein. Quoi qu'il ne soit pas là, qu'il soit aux États-Unis, pour ce qu'on sait, les 78e Assemblée de l'ONU, tout de suite, quand la situation lui est parvenue, il a demandé, il a mis ses services en branle et hier, il a exigé, ou du moins donné des instructions à son directeur de cabinet pour pouvoir faire cette conférence de presse afin d'éclairer la lanterne et l'opinion publique. Et ça, c'était une très bonne chose. Ça a évité tout de suite qu'on soit dans des spéculations. Parce que déjà, hier, sur ce plateau, on évoquait un certain nombre de choses, mais juste après, en moins de 48 heures, on a eu les informations, toutes les informations qui vont. Équipe de veille. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut saluer. Une équipe de veille a été mise dans le village pour surveiller. Ce qui est quand même inquiétant, voilà pourquoi lorsque Daoud a dit, par exemple, il faut sensibiliser, il faut aussi que l'État aide à sensibiliser. Depuis le début de l'année 2023, 5 épisodes de toxi-infection ont été détectés avec 131 cas de décès et 131 cas, dont 32 décès. Donc, voilà, justement, je reviens à ma question, puisqu'Élysée pense que ce n'est pas ça l'essentiel. J'insiste un peu. Le rôle de l'État pour éviter que ce genre de choses arrivent, ce serait lequel? C'est vraiment important. Est-ce qu'il faut accentuer la sensibilisation? Vous parlez de sensibilisation, vous parlez on peut définir un protocole d'hygiène, c'est le ministère d'hygiène publique. Parce que, attendez, excusez-moi, la dame qui vend les bacas, on peut exiger que ça doit être conditionné, etc. Donc, est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Non, mais tu vois, André, moi, je comprends ta question, je comprends ton point. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, il y a une question de responsabilité personnelle. Nous tous, aujourd'hui, on sait que ces produits-là sont toxiques pour tout le monde. Dès l'instant même que tu t'en vas chez le commerçant, on te dit que le produit n'est pas bon. Raison pour laquelle on te dit, porte des masques, protégez-vous, faites cela. Mais tu disais tout à l'heure, dans le grenier dans lequel la farine se trouvait, c'est là que les bidons étaient. Daouda, en même temps, je rejoins André. Là où nous sommes en milieu rural, est-ce que la dame a même l'idée que de sécher son maïs là et de déposer des... Mais c'est pour cette raison que, parce que quand on parle de sensibilisation, Christelle, la sensibilisation ne peut pas être seulement dévolue qu'à l'État seulement, en fait. Daouda, tout le monde peut... Ce qu'André dit, non, je comprends très bien ce qu'il dit. Lorsqu'on voit nos carrefours, on voit souvent des étalages qui présentent des mets aux populations. Est-ce que cela est conditionné? Est-ce que l'État ne peut pas, assainir? Ce que j'essaie de dire, simplement, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Il est de ta responsabilité. L'État ne peut pas tout faire. Il faut déjà qu'il commence à faire. Non, l'État doit tout faire. Aujourd'hui, il y a un cas qui existe. Qui est censé informer? On va permettre Élysée d'intervenir avant que Daouda, parce qu'il souffle, il est exaspéré. Mais c'est pas grave, Daouda. C'est difficile lorsqu'on se joue sur l'avocat du gouvernement. Non, mais bon, c'est souvent difficile. Non, je pense... Ce n'est pas une question d'avocat du gouvernement, j'espère. Tu vois, ce sont des propos... C'est ce qui te peine. Non, ce n'est pas une question de ce qui me peine, parce qu'à la vérité, aujourd'hui, il faut pouvoir dire la vérité aux gens. Non, mais tu ne peux pas dire cette vérité avec une certaine colère. C'est juste une analyse. Ce que les Ivoiriens ont besoin que tu leur dises, c'est qu'ils ont des préoccupations. Et quelles solutions dans ton analyse qui leur permettent de faire. Et non pas venir porter seulement la voix. Justement, pour moi, en fait, je veux dire, il est de la responsabilité de tout le monde. Parce que quand on parle de l'État, l'État, ce n'est pas une personne, c'est nous tous. Ça peut être le chef du village, ça peut être le préfet, ça peut être les cadres du village qui vont dire aux gens, non, arrêtez ça, ne faites pas si. C'est de ça qu'il est. L'État est managé par le gouvernement, par les actions du gouvernement. Ce n'est pas intéressant. Parce que nous tous, on a une responsabilité vis-à-vis de cette situation. Très bien, merci. On va donner la parole à Élysée maintenant. Il faut trancher tout ça. Oui, non, je souriais parce qu'on dirait que le ministre Pierre Demba, depuis son positionnement aux États-Unis, même savait qu'on allait avoir un tel débat, parce qu'aujourd'hui, son intervention, sa prise de parole au niveau des Nations Unies, ou du moins hier, sa prise de parole au niveau des Nations Unies, a porté sur la prévention, la préparation et réponse aux épidémies, c'est-à-dire aux situations, et il a indiqué que la Côte d'Ivoire a bel et bien des protocoles qui ont été établis et qui marchent même et qui reposent sur 8 piliers. Donc, c'est dit que pour répondre à la question André, de savoir est-ce qu'il y a des protocoles, les protocoles existent. Peut-être que là où je pourrais peut-être appuyer un peu sa thèse, c'est que peut-être il faut
renforcer davantage l'information et la sensibilisation sur ces protocoles-là, de sorte que dès qu'une situation arrive, avant même qu'on ne puisse prendre Abidjan, on puisse déjà détecter, mettre en place le protocole. Sur le point de la sensibilisation, permettez, sur le point de la sensibilisation, Élisée, dans nos régions, en milieu rural, ces tantis, ces mamans qui font de la bouillie, des galettes ou de, je sais pas moi, du cracro et tout, qui le font et tout le monde va acheter. Et, enfin, tout ce qui est autorité locale, on passe devant. Comment on sensibilise donc ces personnes-là, justement, pour ne pas avoir ces problèmes? Avant même que je ne parle, mais lorsque tu parles du monde rural, Christelle, non. Même Abidjan, vous faites on dirait qu'Abidjan, aujourd'hui, tu sors sur la route, on va payer des chips tout de suite. Donc, ça existe, les fritures, la nourriture qu'on vend à tous les carrefours, souvent, ce n'est pas couvert, ceci, cela. C'est de là que les problèmes viennent. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est parce qu'on a identifié que c'est les herbicides, mais il y a d'autres formes de contamination. Comment est-ce que, alors, je suis d'accord avec vous, Herman, comment est-ce qu'on règle la situation au plan national? Parce que l'Ivoirien est très habitué à manger rapidement dans la rue. Il ne se pose aucune question, André. On voit de la bouillie, des chips au feu. Moi qui suis adepte de chips, on mange partout. Donc, on mange partout. Comment on gère ça sur le plan national? D'accord. Moi, je pense que l'État déjà avait réfléchi à cette situation, rien qu'à regarder un peu la cartographie, je dirais, sanitaire qui a été mise en place. Très bien. On a des directions régionales d'instituts d'hygiène publique qui, eux, ont à charge effectivement de vérifier les questions sanitaires, que ce soit à l'alimentation et autres, tout ça. Comme je le disais tantôt, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il convient de faire, c'est d'activer ces leviers-là et donner plus de force pour que, effectivement, ces structures-là jouent leur rôle. Leur rôle de contrôle, leur rôle de sensibilisation. Est-ce que ces structures jouent leur rôle? On termine avec non, moi je pense que si, comme tu le disais, Pierre Demba dit que le protocole existe, sûrement que ça a été fait. Mais moi je vais dire que même si ce n'est pas bien fait, il est de notre responsabilité en tant que cadre de Memni, d'Adzopé, de Pogouin ou bien d'Odjene, en tant que cadre, de sensibiliser. C'est Pogouin. Donc les métiers de développement doivent réagir parce que ces gens, ce sont nos parents. Quand on regarde le tour en alphabétisme, il est de notre responsabilité d'aider nos parents qui sont restés dans ces zones-là. Christelle, on va l'État. Très bien, merci. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous vous retrouvons juste après l'intermède proposé par Sharon Camara qui vous proposait donc le journal télévisé sur Live TV. 19h45, donc Sharon Camara. Et puis vous avez le 12h45 tout en images. L'information, c'est aussi donc sur Live TV. Nous repartons de plus belle avec l'ensemble de nos chroniqueurs qui sont là. Ils sont très en forme, des sujets qui continuent toujours d'attirer leur attention. Et Christelle, il y a quand même une affaire très intéressante pour nous, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous des internautes. Hein. Bien sûr, une affaire qui pourrait faire cas d'école si rien n'est fait. Alors il s'agit simplement d'un activiste étranger, voilà, réputé pour ses vidéos contre le chef de l'État, le gouvernement ivoirien. Il a été épinglé à Doropo, donc à 646 km d'Abidjan. L'homme a quitté donc son pays pour venir faire des achats à Doropo et voilà, la main a été mise sur le kidam. Élisée, réaction? Ben, je pense que ça devait interpeller ceux qui pensent que juste être derrière son clavier ou faire des vidéos les exemptait d'éventuelles poursuites, ça devait certainement les interpeller. Aujourd'hui, il faut insister sur la nécessité d'avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux. C'est important. Vous savez, il a été épinglé justement pourquoi? Ou du moins, il a été poursuivi pourquoi? Parce que justement, il a... Poursuivi et condamné. Poursuivi et condamné parce que justement, il a enfreint des lois. Il a eu des propos irrévérencieux vis-à-vis du chef de l'État, mais il a même appelé, je dirais, à la limite à une insurrection. Il a même prédit la chute du président de la République. Il y a des choses quand même qui, je pense, à un moment donné, doivent interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'avoir une attitude responsable. L'homme disait, lors de sa comparution, qu'il faisait ça pour s'amuser. Oui, pour amuser donc ses internautes. En plus, si tant est que ce qu'il dit est vrai, mais vous voyez le niveau même d'irresponsabilité notoire, en fait. Si tant est que ce qu'il dit est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux, on trouve beaucoup de profils comme ça, des gens qui ne sont pas forcément extrêmement dangereux, mais qui ne mesurent pas la nature de leurs propos, comme des propos qui peuvent être subversifs? Aujourd'hui, c'est légion. Lorsque vous ouvrez tous les réseaux sociaux, hein, que ce soit... C'est même là, ils ont les comptes sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il faut les citer. Facebook, Snapchat, tout cela. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils sont devant leur petite caméra de leur smartphone, ils se croient tout puissants.
Mais souvent, tu entends ces propos. Moi, je pense que au-delà de ce qu'on ait pu épingler celui qui a été coupable, c'est un cas de flagrant délit, il y a plusieurs décryptages à faire pour épingler bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui même, on parle, si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a certains autres qui continuent de donner ce genre de messages-là, qui ne perçoivent peut-être pas le danger. Parce que quand tu regardes, le mec, il a été un peu surpris. Il se disait même qu'avec cette rapidité à laquelle on l'a épinglé, il était surpris. Mais il faut savoir que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, que vous êtes caché derrière votre téléphone, il y a des gens qui travaillent, donc la police et autres, qui veillent à ce que... Parce qu'on ne sait pas d'où viennent certaines informations pour des actes plus graves que cela. Il a été condamné à 2 ans de prison. Et Daouda, avec nous, j'aimerais qu'on puisse s'étendre un peu sur, comme André le disait, la capacité aujourd'hui de certaines personnes à dire tout sur une nation. Parce que soit on a fait un rêve, soit on a eu une vision. Enfin, on dit tout sur le pays, on dit tout sur des personnalités publiques. Et est-ce que, apparemment, les Ivoiriens certains n'ont pas peut-être conscience qu'attention, il y a danger? Non, je pense qu'au-delà même de ce que vous dites, il faut que les gens puissent faire attention. Parce que, prenons l'article 3 de la loi sur la communication qui parle de la AK. On dit la communication audiovisuelle est libre, mais toutefois, l'exercice de cette liberté peut avoir des limites. Donc, il se retrouve devant face caméra, il se croit tout puissant. On fait des prédications sur le pays, on fait des prédications sur des gens qui vont mourir, on fait on donne des divinations sur tout et n'importe quoi. Mais finalement, ces propos-là sont souvent de nature à créer le trouble à l'ordre public. Vous voyez un peu. Or, ce qui est dommage, malheureusement, pour la plupart de ces personnes-là, c'est qu'ils ne savent pas que la loi existe. D'abord, il y a la loi sur la cybercriminalité qui existe. Avant la cybercriminalité, il y a le code pénal qui existe. Mais il y a la loi sur la presse et la loi sur la communication audiovisuelle qui, en son article 3, il y a à peine quelques mois à l'Assemblée nationale, la loi a été votée. Toute personne Décembre 2022. Décembre 2022. Toute personne qui a 25 000 abonnés, les propos que tu tiens ne sont plus dans le cadre du privé. Donc, tu es soumis à la loi sur la communication audiovisuelle. Donc finalement, tu vas être... Est-ce qu'il faut faire encore plus la promotion de ces lois? Parce qu'apparemment, cela n'est pas très connu. Non, moi je veux dire, ça ne sert à rien de dire on va faire la communication sur ces lois-là dans la mesure où le code pénal même nous dit on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la loi sur la cybercriminalité. Troisième point, la loi sur la presse. Quatrième point, et la loi, elle est claire en la matière. Nul n'est censé. Nul n'est censé ignorer la loi. Si vous ignorez la loi ne vous ignore pas. Très bien, Daouda. Élisée, justement, est-ce que ce cas d'école-là vous fait dire que nous avons un système de contrôle, de surveillance et donc un système qui nous permet de ne pas laisser impuni un certain nombre d'actes, même quand on est sur un C'est ça. Je pense même que les propos de cet individu-là sont très éloquents lorsqu'il dit, par exemple, qu'il est même impressionné par la rapidité avec laquelle voilà, les services de renseignement ont pu l'épingler. Tout ça, pour moi, c'est une interpellation, bon, pas une interpellation, mais c'est une sensibilisation sur le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait en ligne a des traces. Nous avons une police scientifique, nous avons une police pour la lutte contre la cybercriminalité qui est dotée de personnes compétentes et d'outils pour vous retracer. Donc ne pensez pas aujourd'hui, quelle que soit même la partie du monde sur laquelle vous êtes, ne pensez pas que vous êtes à l'abri éventuellement d'une poursuite. Il y a des gens qu'on a interpellés qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, mais dans le cadre d'une coopération sécuritaire, on a alerté le pays et qui ont été même pris. Donc c'est pour dire aujourd'hui d'avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux, sur Internet. Justement, à ce propos, donc, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a lancé donc, ce programme-là en ligne, tous responsables, car évidemment, vous pourrez vous faire épingler à tout moment. Notre invité va arriver tout de suite. Le temps que je vous situe la situation, ce sera donc notre invité Herman Nikoué. Il est administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeunes. Il est aussi coordinateur d'un programme très important, programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. Il serait donc intéressant que nous en parlions. Le terrorisme dans ces zones-là fait que le gouvernement a dû réagir.
Et pour permettre à la jeunesse ivoirienne de ne pas se laisser avoir par les sirènes du terrorisme, se laisser séduire, ce programme a été lancé depuis donc 1 an. Et Herman Nikwe est avec nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, monsieur Nikwe, merci d'être avec nous. Le programme a démarré donc depuis le 1er janvier 2022 et donc prendra fin au 31 décembre 2024. On va rappeler, c'est vrai qu'André a posé les pieds dans le plat, il a dit que c'était pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'on a d'autres raisons in fine qui pourraient éclairer la lanterne des populations sur l'initiative d'un tel programme? Ben, je vous remercie. Le cadre qu'il a planté, c'est exactement cela. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Mali et le Burkina, pays eux-mêmes qui sont en proie avec le terrorisme violent. La Côte d'Ivoire a connu quelques attaques et par le leadership de son Excellence, le Président de la République, des mesures rapides, efficaces, ont été prises sur le plan sécuritaire pour pouvoir donc contrer ces risques d'attaque. Mais vous savez, c'est une problématique qui est complexe. Il ne s'agit pas uniquement d'intervention sur le plan sécuritaire, ce qui est déjà important, mais il faut noter que les 6 régions qui sont frontalières avec ces 2 pays ont bénéficié de mesures d'ordre infrastructurel pour pouvoir donc renforcer la présence de l'État, mais également doter ces différentes localités d'infrastructures assez modernes en matière d'électricité, d'eau, de construction d'établissements scolaires, de construction d'établissements sanitaires. Et le 3e pied, qui est extrêmement important, ce sont les mesures socio-économiques pour aider donc à la résilience de ces populations. Donc c'est vraiment un dispositif pensé pour pouvoir traiter globalement de la question. Herman Aboam. Herman Nikwe, lorsque, c'est vrai, il y a des mesures au niveau des infrastructures que vous prenez tout cela, lorsqu'on parle des frontières, c'est essentiellement la migration, donc l'immigration. Aujourd'hui, quelqu'un qui est peut-être à Bouaké ou au Mali peut prendre un cas, arriver à Abidjan. Comment est-ce que le gouvernement ou bien l'État circonscrit ce problème-là? Alors, quand j'ai parlé de réponse globale, aujourd'hui, on a le renforcement du renseignement en Côte d'Ivoire. Et le point dont vous traitiez tout à l'heure traduit de l'efficacité, justement, de l'intervention de l'État en la matière. Quand vous prenez tous ces réfugiés qui rentrent, aujourd'hui, il y a un système de profilage, d'identification de ces réfugiés. Mais allons au-delà. C'est en cela que j'ai parlé d'approche globale. Vous savez que les populations localement se connaissent. Donc, il a été mis en place, depuis plusieurs années maintenant, des comités civilo-militaires qui regroupent des populations locales avec les forces de défense, ceci pour renforcer le renseignement, chose extrêmement importante. Et je puis vous rassurer, il y a une vigilance permanente dans ces zones. Il y a une traçabilité des populations à travers les appels téléphoniques, à travers les interventions, mais également à travers le renseignement qui se fait localement. Voilà. Donc, c'est une question qui touche toutes les forces de la République. Et le système qui est mis en place nous permet de mailler le territoire. Évidemment, il ne s'agit pas que du Nord, comme vous l'avez indiqué. Une personne peut provenir du centre un peu partout, mais le système de renseignement mis en place, justement, couvre tout le territoire. Très bien. Alors, Élisée, et puis après... D'accord. Le 7 juillet dernier, la seconde phase de ce programme-là, de lutte contre les fragilités dans la zone nord, a été lancée. Et on sait que la première phase a été lancée le 22 janvier 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous faire un bilan de cette première phase-là, concernant le nombre de bénéficiaires, si les objectifs ont été atteints? Et pour cette seconde phase, à quelle étape nous en sommes aujourd'hui? Trois questions en même temps, on va y aller avec la première. J'ai même envie d'en poser une 4e. Alors, on va peut-être... allons-y. Il s'agissait en fait pour vous de faire quoi exactement? Très bien. Alors, déjà, première question. Il faut noter que l'intervention dans le cadre de l'axe 1 du PS-Gouv2 sur la lutte contre les fragilités dans les zones frontalières du Nord, c'était donc, comme je l'ai indiqué, en plus des 2 précédentes mesures, d'apporter une solution en termes socio-économiques pour aider donc la résilience de ces populations. Très bien. Donc c'est tout un ensemble de programmes permettant des formations,
le financement de projets, le développement d'initiatives communautaires locales à travers des associations villageoises d'épargne et de crédit, mais également la cohésion de ces populations, chose extrêmement importante en matière donc de barrières contre ces risques-là. Alors, pour rappeler ce qui s'est fait en 2022, on avait un objectif de 22 912 bénéficiaires à toucher. Okay. Et à la fin donc de l'année 2022, c'est plutôt 23 892 qui ont été touchés. Soit donc, plus de 100%. 104% de taux de réalisation. Okay. Fort donc de ce succès, on a donc décidé cette année de toucher 30 632 bénéficiaires pour autour de 12 milliards qui doivent être investis dans ces régions. 12 milliards 3. On a parlé, effectivement, vous avez rappelé le lancement du dispositif dans sa deuxième phase qui s'est fait donc cette année à Ferké, le 7 juillet. Du 7 juillet à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses, c'est qu'on a initié, et c'est une activité continue, des campagnes de communication et de sensibilisation dans la zone, de sorte à ce que l'information descende donc à toutes les échelles. Et sur ce, on s'appuie aussi bien sur les autorités préfectorales, sous-préfectorales, que les communautés religieuses, les guides religieux, les populations, et tout relais d'information pour sensibiliser et inviter donc les populations à adhérer au programme. Dont évidemment Live TV qui absolument, qui nous accompagne. Juste permettons à Daouda de réagir. Quand vous entendez M. Herman Nikoué donner comme ça un tableau plus ou moins satisfaisant d'un tel programme, vous vous dites quoi, Daouda? Non, en fait, l'idée c'est que moi je sais que dernièrement à Kafolo, l'État était au chevet des populations de là-bas. Mais dans cette région où, dans la région nord, on voit qu'il y a d'autres réfugiés qui sont en train de venir, tout ça. Qu'est-ce qui est fait pour contrôler tout ça, de sorte qu'il n'y ait pas de personnes infiltrées dans ce lot-là en fait? Non, écoutez, j'ai parlé tantôt de vigilance. Le profilage aussi. Nous sommes très, très vigilants, nous sommes très, très prudents. Et il y a un système de veille, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui est mis en place en termes de mesures pour pouvoir identifier, profiler, accompagner et détecter les moindres risques avec les mesures donc, qui sont rapidement prises à cet effet. Donc, c'est un paramètre qui est intégré, ça fait partie donc, des risques et toutes les mesures sont prises au niveau gouvernemental, également au niveau de toutes ces ONG du système des Nations Unies qui nous accompagnent pour pouvoir donc contrer ces risques. Mais chaque étranger qui rentre en Côte d'Ivoire à ces frontières-là est profilé. Oui, il y a donc un ensemble d'acteurs dans ces différentes zones d'entrée pour identifier les réfugiés. Et cette identification va se poursuivre tout le long de leur séjour. Après, on ne va pas rester là-dessus. Parce non, que voilà, c'est pas le cœur. Voilà. Mais en même temps, vu que c'est un programme qui touche des populations, les paramètres liés aux réfugiés, évidemment agissent sur notre intervention. Pour pouvoir boucler donc sur ce qui s'est fait, le bilan mené à date, il y a donc, j'ai parlé des campagnes de communication et on a lancé donc les appels à candidature. Du 24 juillet au 27 août, on a totalisé plus de 37 000 bénéficiaires potentiels qui ont donc candidaté sur l'ensemble des dispositifs. Alors, on a un objectif de 30 000 c'est ça. Et on a déjà 37 000, mais ce n'est pas la fin. C'est un processus continu. Et l'étape qui va suivre maintenant, ce sont les sélections des bénéficiaires par les équipes projets locales. Et je l'avais rappelé, la gouvernance de ce programme résulte de l'implication de ces acteurs locaux. On a des équipes projets à l'échelle régionale, présidées par les préfets de région, à l'échelle départementale par le préfet de département et à l'échelle sous-préfectorale. Et à l'intérieur de ces équipes, on a toutes les représentations des populations. On a les ministères sectoriels, on a les jeunes, on a les mutuelles de développement, on a les forces de défense et de sécurité. L'idée pour nous, c'est que ces populations qui connaissent, du moins ces autorités qui connaissent la sociologie de ces populations aient le regard qu'il faut pour identifier les vulnérabilités et orienter donc l'action gouvernementale pour un maximum d'efficacité. Herman. On voit que, par exemple, sur les chèques qui passent dans la vidéo, 205 000 francs CFA. À quoi va servir cette cagnotte-là aux bénéficiaires? Très bien. Il s'agit là d'un dispositif particulier. Ce sont des subventions accordées à des personnes qui mènent des activités économiques, mais vous savez, ces activités économiques ont été impactées par la situation de crise dans ces zones. On a par exemple celui qui a sa boutique qui malheureusement ne peut plus se ravitailler. Donc ces 250 000 viennent donc reconstituer
le capital de production de ces acteurs. Il s'agit de subventions pour ce cas, donc ce n'est pas remboursable. On a aussi des programmes qui visent à apporter des prêts compris entre 100 000 et 1 million de francs CFA pour les activités génératrices de revenus et pour des micro et petites entreprises qui vont jusqu'à 5 millions. Et aujourd'hui, et je l'avais indiqué lors de mon passage précédent, notre intervention se veut également une intervention structurée. On opte maintenant pour des projets qu'on appelle projets structurants, qui permettent de capter un volume important de bénéficiaires, mais surtout qui s'inscrivent donc dans les chaînes de valeur de développement local. Ce qui permettra, in fine, de développer un tissu économique stable dans ces régions. Monsieur Nikoué, une chose est certaine, c'est que les programmes lancés par le gouvernement et notamment votre département sont des programmes, en tout cas tels que présentés, qui sont des programmes qui sont bien ficelés. Là où il y a le problème la plupart du temps, c'est le suivi. Parce qu'une chose est d'aider, mais c'est de veiller à ce que finalement ces personnes-là qui aujourd'hui sont aidées pour sortir d'une zone d'inconfort, demain ne retournent dans cette zone d'inconfort. Est-ce qu'il y a un planning de suivi qui est fait? Et si ce planning est fait, il est constitué de quoi? Très bien, je vous remercie. Vous savez, le suivi se réfléchit même avant le montage du projet. Ok. Le suivi anticipe tout ce qui va se faire plus tard. Et nous sommes résolument engagés sur la question. Voici pourquoi, je l'avais dit, je le rappelle, que ce soit la sélection des bénéficiaires, le suivi de la mise en œuvre des dispositifs, on s'appuie donc sur déjà les autorités locales. C'est elles qui connaissent les réalités. Depuis le chef du village, le chef de canton, le sous-préfet, les guides communautaires, les préfets à toutes les échelles, c'est eux-là déjà qui font ce suivi. Maintenant, de façon opérationnelle, nous avons un dispositif de suivi. Nous avons dans chacune de ces 6 régions des délégations régionales, agences emploi jeunes. Nous avons des bureaux dans chacune des mairies. Et aujourd'hui, dans chacune des sous-préfectures, nous avons des agents qui sont affectés. L'idée donc, c'est de s'assurer de l'exécution déjà du projet selon le planning qui est fait. Mais comme vous l'indiquez, c'est de faire un suivi efficace de proximité. Sans préjudice donc des missions de supervision régulières qui sont effectuées. Déjà, à partir début octobre, on fera une mission de supervision avec les préfets des régions pour s'assurer que la phase de candidature s'est bien passée. Et comme on envisage démarrer l'ensemble des programmes à partir du 10 octobre, s'assurer également que ce démarrage se fasse correctement. Il ne faut pas oublier que ça a été lancé en 2022. Donc il y a des projets qui sont mis en place. On va également suivre la bonne exécution de ces projets. Le plus important, et ça vraiment le suivi pour nous, il est au cœur de notre dispositif, c'est de s'assurer que l'action soit efficace, que les populations touchées soient vraiment les populations vulnérables et que ces personnes, ces populations sortent de la situation de précarité. Sans oublier, permettez-moi de l'indiquer, que tout cela s'inscrit dans un contexte. C'est de dire à ces populations, cet appui du gouvernement est destiné à faire barrière contre le terrorisme. Ah ben c'est très bien, parce que c'est sur ça que je voulais aller. Je veux dire, ça, c'est pour terminer là-dessus. C'est comme si c'était une expérimentation par rapport à la fragilité liée au terrorisme. Ah oui. Est-ce que, déjà, après 1 an et quelques mois, vous avez l'intention d'implémenter ce projet ailleurs où il existe d'autres types de fragilités? Mais je peux vous rassurer que notre projet a fait école. On a reçu plusieurs missions d'évaluation, des missions d'évaluation internationales. On a des télévisions internationales, on a Le Monde qui a visité ces zones, on a International Crisis Group qui a fait une mission d'évaluation dans ces zones et qui ont tous reconnu la pertinence de l'approche ivoirienne. Une approche pas que militaire, une approche intégrée. Et aujourd'hui, les pays de la sous-région s'inspirent de ce modèle. Alors donc, c'est rassurant de savoir qu'avec ce succès-là, vous allez l'implémenter un peu partout en Côte d'Ivoire où il y a de la fragilité. Alors, il faut indiquer déjà que la notion de fragilité, bien qu'on s'intéresse présentement au septentrion, la notion de fragilité est une notion générale. Voici pourquoi, dans le cadre donc du PGGouv, donc du programme jeunesse du gouvernement, il y a des interventions prévues pour l'ensemble du territoire. Très bien. Sauf que les 6 régions en question ont déjà été identifiées comme des régions à risque. Et en même temps, il faut aussi équilibrer le développement. Très bien. Aujourd'hui, quand vous allez à Kafolo à 19 h, vous ne craignez pas parce qu'il y a de l'éclairage, il y a de l'eau. Et les populations retrouvent ce sentiment d'appartenance à notre pays. Et je voudrais vous faire une confidence. Lorsque j'étais avec les experts de Crisis Group dans la zone, mais ils nous ont dit, on sait que de l'autre côté,
il y a du terrorisme, mais chez nous, à Kafolo, aujourd'hui, nous avons ce sentiment de sécurité. Alors, faire en sorte que nous soyons, comme vous l'avez si bien dit, fiers d'appartenir à une même nation et ne pas répondre justement aux appels de certains oiseaux de mauvais augure, on va dire. Vous avez décidé de porter ce projet-là, c'est le ministère donc, qui est j'allais dire, géré par le ministre Mamadou Touré. Et aujourd'hui, vous étiez avec nous, Herman Nikoué, vous êtes le coordonnateur de ce programme-là, de lutte contre les fragilités dans les zones nord. Et puis, vous êtes l'adjoint. L'administrateur adjoint à l'agence emploi jeune. Vous allez me permettre peut-être de donner juste voilà, un dernier petit mot. C'est de dire déjà qu'on félicite et on remercie l'ensemble des équipes qui, sur le terrain, font le job. Et ces équipes-là, ce sont les autorités préfectorales, ce sont les guides religieux, ce sont les jeunes et l'ensemble des bénéficiaires, toutes les communautés qui nous accompagnent. Et je voudrais donc rappeler que les dispositifs opérationnels vont démarrer à partir du 10 octobre, et ce donc tout le long du reste de l'année, mais inviter et rassurer l'ensemble des populations de ces zones qui ont déjà fait acte de candidature, de continuer à croire à ce dispositif, de participer au programme. Et c'est vraiment ensemble, main dans la main, qu'on peut faire barrière contre ce fléau. Très bien. C'est ensemble, main dans la main, qu'on peut faire barrière à ce fléau terrorisme. Merci beaucoup, monsieur Herman Nikoué. Je rappelle que vous êtes administrateur adjoint de l'agence Emploi Jeune. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup. Bah, écoutez, chers amis, merci André. Merci Christelle. Merci Daouda, merci. Herman, merci à vous Élisée. Merci, écoutez, Christelle. on se retrouvera pour le Grand Talk demain. Ce sera la dernière de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous chez vous et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.